choisi donc de l'inviter à cette rencontre du fauteuil rouge qui exceptionnellement aujourd'hui est en matinale à 10h30 parce que comme ce sont les journées du patrimoine, l'après-midi du Gazette Café où nous sommes aujourd'hui, 20 septembre 2025, était occupé. Donc on nous a laissé ce créneau en matinée, ce qui est exceptionnel parce que d'habitude les rencontres du fauteuil rouge c'est 14h30. Voilà, pendant 1h30. Donc bonjour Noël. Bonjour. Voilà, je précise que je suis Martine Viard parce que des fois on me demande qui je suis, donc c'est le moment de le dire. Je suis moi-même auteure conférencière, j'ai animé aussi des émissions radio, j'ai fait également, j'ai écrit beaucoup, et puis il m'arrive aussi de faire de la photo. Voilà. Bon, alors maintenant nous allons passer quand même à Noël, puisque c'est la principale intéressée aujourd'hui par ces rencontres du fauteuil rouge. Donc focus sur Noël Marty. Je vais parler évidemment de son parcours, je vais parler de son œuvre et puis on essaiera de voir justement quel est le bilan après tout ça. Donc Noël Marty, ici présente, est-ce que tu pourrais nous dire quelque chose de tes origines et en quoi elles ont été marquantes pour toi? Eh bien, je suis née à Narbonne, donc je suis narbonnaise, très attachée à ma région. Il a fallu que j'en parte pour me rendre compte à quel point j'étais attachée. Je suis issue d'un milieu modeste, mais je suis née quand même, référence comme tu disais, et puis peut-être significative, à 2 pas de la Via Domitia, dans le centre-ville de Narbonne. Ma grand-mère est tenue en commerce, mon père était artisan. Je suis née dans la maison familiale, qui était une petite maison entre 2 hautes maisons bien encaissées. Et j'ai fait toute ma scolarité, donc élémentaire et secondaire à Narbonne. Ensuite, j'ai fait quelques incursions à l'université de Montpellier. Puis je suis partie, donc après un premier mariage, je suis partie à Paris. Et j'y suis restée 7 ans. J'ai fait mon purgatoire à Paris. Mais au niveau culturel, évidemment, c'était exceptionnel, c'était quelque chose dont on ne peut pas se passer. Il fait faire un passage par Paris, on revient, on est quand même soi-même tout en étant changé. Et on a aussi ces réflexes culturels qui ne m'ont jamais quitté, au contraire, qui m'ont incité à aller de l'avant de ce côté-là, de profiter justement, quand je suis revenue dans l'Aude, des richesses culturelles de Narbonne. Ensuite, j'ai fait quand même un parcours en tant qu'enseignante, ça c'était mon métier, c'est un parcours professionnel dans lequel je me suis investie avec passion, avec détermination, avec vocation, en dépit du contexte qui devenait difficile. Quand on voit ce qui se passe actuellement, on se dit que ce serait encore plus difficile que ce que l'on a vécu d'exercer. J'ai continué à travailler donc en tant en solo, mais avec des formations diverses, notamment 3 ans d'archéologie à la faculté d'Avignon, 1 an d'égyptologie aussi à Avignon, puisque je suis revenue dans le Vaucluse, j'ai passé aussi quelques années, j'ai passé 25 ans de ma vie dans le Vaucluse en tant qu'enseignante, mais parallèlement, j'étais autodidacte, donc je me formais. J'ai fait aussi 2 ans d'histoire de l'art. Quand j'étais à Paris, j'ai été à l'école du Louvre. Et ensuite, j'ai essayé d'actualiser, de concrétiser ces formations. Notamment, j'ai fait des stages d'archéologie dans le Vaucluse, à Vaison-la-Romaine, avec les spécialistes, donc M. De Quiche et M. Bellet, qui était mon professeur d'archéologie à Avignon, à la faculté. Et puis ensuite, j'ai essayé donc j'écrivais déjà depuis longtemps, j'écrivais depuis l'adolescence, mais avec plus ou moins disons, d'audace, etc. J'étais souvent, c'est pas l'écrivaine, comme on dit, qui est honteuse, qui garde pour elle, j'étais prudente, je me méfiais du monde de l'édition. Après, chère Martine, grâce à toi, j'ai trouvé quand même confiance et j'ai trouvé le lien, donc j'ai pu faire une publication. J'ai publié 7 romans, 4 recueils de poésie. J'en ai un autre qui va sortir. J'ai écrit aussi beaucoup de brochures qui rassemblent les sujets de mes recherches.
notamment sur des personnages, Marie Durand, Mistral, Georges Brassens, autour de Georges Brassens à Émarves. Et je me suis impliquée dans chaque département où j'ai séjourné. Quand j'étais dans l'Aude, en tant qu'adolescente, je faisais visiter la ville à des personnages qui venaient ponctuellement visiter et faire un séjour, donc que ce soit un séjour en tant que pasteur ou autre. Et je faisais le guide, déjà ça me plaisait, je n'avais que 16-17 ans. Je faisais déjà cela parce que je m'intéressais au patrimoine de la ville. Ensuite, lorsque j'étais à Paris, j'ai travaillé dans quelques églises protestantes, puisque je suis protestante, et j'ai pris en charge des chorales. Je faisais chanter des chefs de chœur, en même temps que ma profession, toujours pareil, je dis, j'ai exercé d'enseignante. Et puis ensuite, dans le Vaucluse, alors j'étais présidente d'association. J'ai fait des expositions qui étaient des premières, des expositions collectives, parce que les artistes n'osaient pas exposer en tant qu'artiste tout seul. Notamment, je pense donc à ce cousin de Christophe Mahé, qui est potier, que j'ai fait venir à l'école, et parce que dans l'école, je faisais venir des artistes qui faisaient des démonstrations devant les élèves, pour montrer que aux élèves, les artistes, ce n'étaient pas que des messieurs ou des dames que l'on voyait à la télévision, au cinéma, et que c'était des gens bien réels, bien en chair, bien en os, et qui venaient devant eux à quelques centimètres. Que leur production n'était pas que dans les musées. Ah ben bien sûr, voilà, qu'ils pouvaient créer quelque chose, in situ, voilà. Et en même temps, pour ces artistes, ça donnait confiance. Et j'ai fait cela, tout en animant ça c'était le fil rouge. La chorale dans les écoles, c'était le fil rouge. Et je rédigeais beaucoup. Et puis après, j'ai cherché des façons de présenter le travail. Je voulais que ce soit le plus propre possible et avec des implications personnelles. Tous les livres que j'ai faits, j'ai créé toutes les couvertures. Et il m'a fallu batailler souvent pour créer ces couvertures, parce que c'était... J'en profite pour en montrer un que j'ai apporté, parce que je sais qu'elle y a apporté beaucoup de soins et que c'est pas par hasard que c'est comme ça. Il y a à la fois, évidemment, la couverture qu'elle a créée. Bon, le loup de Montgueux, ça se passe au Moyen-Âge, c'est pour ça qu'il y a ce blason. Oui. Et puis après, il y a même le marque-page à la sortie, qu'on peut voir peut-être un peu mieux. Voilà. Avec une citation aussi personnalisée. Voilà, personnalisée. Se mesurer au loup est signe de vaillance. Voilà. Alors aussi, il y a le côté symbolique, évidemment. Continuer. Oui. Alors nocturne, voilà. Ce sont des poésies, ça. Voilà, avec le bleu de la nuit et puis la lune, bien entendu. Enfin, pas n'importe quelle lune, parce que là, on est dans le premier quartier. Tout à l'heure, tu me parlais de l'importance de la lune dans certaines cultures amérindiennes. Donc, si tu peux en dire un mot, c'est pas complètement par hasard cette relation à la lune. Si on voit le texte, enfin disons les intitulés des poèmes aussi, on comprend. Il y a des intitulés qui sont en grec pour rappeler que cette fascination des astres date de l'Antiquité. L'homme, comme je le dis dans la présentation, a tourné ses yeux vers le ciel, il a aperçu les astres et bien sûr il en a fait une religion. Il a été donc ému, il a été aussi très étonné, il a pu même avoir peur lorsqu'il a vu les éclairs à la foudre pour la première fois, et sachant ce que ça pouvait faire. Et puis ensuite, moi j'ai essayé de mettre des mots, la poésie avec la nuit, alors le sommeil, bien sûr, les dieux, les déesses donc, qui sont attachés au sommeil, Morphée, voilà. Des noms auxquels on est habitué aussi. Oui, alors par exemple, les serments de nuit, parce qu'il y a par exemple des gens qui sont très timides, qui n'osent pas parler le jour, mais qui la nuit sont plus disaires, je pense à certains messieurs, mais il y a certaines dames aussi. J'ai fait un petit poème pour chaque saison, la nuit du printemps, la nuit de l'été, de l'automne, de l'hiver, nyctalope, nyctos, nyctophobie. Ça, ce sont des termes qui sont issus du grec, puisqu'il y a nycto dedans qui veut dire la nuit.
Mondschein, qui veut dire en allemand le clair de lune, Moonlight aussi, ça c'est en anglais, Somnia Noctis, on revient au latin, Nox Somnurium aussi, ou après, ensuite, bien sûr, les cauchemars, somnambules, insomniaques, les songes et les mensonges qui sont dus à la nuit, et ensuite les nuits diluées, les nuits masquées, la lune timide, le firmament, les fantômes qui bien sûr ne circulent que la nuit, et aussi la Phoebé, la numismate, puisque j'ai comparé à ce moment-là, Phoebé, c'est la nuit, aussi la déesse de la nuit, je la compare à une pièce d'argent sur un drap de velours, etc. Voilà. Et puis Pierrot, bien sûr, Pierrot, le personnage lunaire, qui est sonneur d'étoiles. Voilà un peu quelques titres de ce recueil. Et actuellement, je prépare un recueil sur la plage, puisque je viens de déménager, j'habite dans une plage, parce que autant que la nuit, la mer me fascine, le monde marin, et la plage aussi, et on peut apporter quelques petites notes poétiques. Alors, la plupart de mes poèmes sont assez brefs. Je ne fais pas trop de poèmes longs, je me suis quand même laissé tenter par l'exercice, parce que je le dis dans un de dans une des quatrièmes couvertures de mes recueils, un écrivain, s'il veut se prétendre tel, doit se prêter à l'exercice de l'écriture multiple. C'est-à-dire que l'on doit pouvoir rédiger de la prose poétique, des poèmes en tant que tels, et dans les poèmes s'exercer à plusieurs formes, à savoir travailler l'allitération, les rimes croisées, la forme du sonnet, la forme du poème long. J'ai fait 2-3 essais là-dessus sur les chants antiques et sur la mer et sur la vigne aussi. Un modèle un petit peu, alors à ma manière évidemment, modèle sur l'antique, c'est-à-dire que ce sont des poèmes longs avec 5 ou 6 chants dedans et qui traitent d'un même thème mais d'une façon différente. Et puis ensuite il y a les poèmes sur Narbonne, bien sûr je ne pouvais pas passer outre, et avec des souvenirs personnels et puis des généralités sur la ville et des choses un peu plus pointues au sujet de tout ce qui est patrimoine antique et romain. Voilà. Et j'ai créé là aussi la couverture, je l'ai voulu ainsi. Alors à savoir quand même que c'était pendant le Covid et que le projet de l'éditeur, il avait estropié mon nom. Mon nom c'est Marti, M-A-R-T-I. Il avait trouvé le moyen de faire des fautes dans ce nom qui ne comporte que 5 lettres. J'ai fait rectifier évidemment. Voilà. Et puis, il faut dire, pour tous les autres livres donc, qui concernent les romans, je suis toujours partie d'un sujet en partie authentique. Il y a un sujet qui est vrai à la base, et bien sûr, j'ai romancé, j'ai inventé des personnages, et par exemple, oui, pour le bio, où on parle beaucoup du denier de Melgueil, qui est une célèbre monnaie qui circulait dans tout le Languedoc et même au-delà, puisqu'on a trouvé une pièce au Tibet. Qui pourrait attester, voilà, ça c'était une hypothèse aussi, qui pourrait attester que le commerce entre l'Europe et le Tibet s'est passé de façon beaucoup plus tôt que ce que l'on a cru. C'était peut-être une hypothèse d'avoir trouvé cette pièce. Et pour les autres sujets, donc je parle du... Peut-être par le commerce de la soie, non? Oui, aussi, voilà, on pensait ça. Je pense à l'humour romain. À un moment donné, je crois que c'est Sénèque qui dit, Livia en parlant de la femme de César, oui, qu'il compare à Cléopâtre. Cléopâtre qui a la réputation d'arriver toujours dans sa magnificence, et il dit, Livia, elle est simple, elle ne s'habille qu'avec de la soie. Oui. Et ça, c'est la dérision des Romains, c'est-à-dire que un centimètre de soie coûtait une fortune. Sécuriser le commerce de la soie jusqu'en Chine était relevé de l'épopée, quoi. Mais eux, les Romains, parvenaient à assurer justement ces échanges. Et donc, quand il dit que l'impératrice
est simple, qu'elle ne s'habille qu'avec de la soie, on sait très bien qu'on dame le pion à Cléopâtre parce que les Égyptiens, ben, ils n'en sont pas capables quoi, de faire venir de la soie. Faisaient du lin très fin, ils faisaient du coton. Oui, oui, non mais je n'ai rien contre l'Égypte ancienne. Simplement, je veux dire que il y a cette subtilité chez les Romains qui fait que il y a un humour entre les lignes, quoi. Et que la soi-disant subtilité, en fait, c'est un luxe inouï, quoi. Bon, enfin, je m'arrêterai là, mais c'est pas si hors sujet que ça, parce que toi, quand même, Narbonnaise, tu baignes dans cette culture gréco-latine. Tu nous dis que sarcophages gréco-romains. Oui, je jouais dans les sarcophages gréco-romains que l'on voit actuellement au musée d'Arbovia. Oui, oui. Et puis j'ai vu ta maison natale, c'est vraiment la porte à côté de la Via Domitia, donc c'est un incontournable, quoi. Ah oui, j'étais vraiment bon. Et quand ma grand-mère, elle avait vraiment le magasin, on le voit encore, ça a changé évidemment d'enseigne, etc. depuis le temps, et au ras de la Via Domitia. Et mon père a fait des travaux dans cette maison, et notamment un étage en dessous du niveau de la voie actuelle, de la rue droite. Et lui, donc, il travaillait, il y avait une cave à charbon à aménager, etc., des transformations à faire. Et je me souviens qu'il était rentré un soir, il nous avait dit « Oh, j'ai vu des dalles énormes ». Et donc, il parlait du pavé de la Via Domitia, qui était vraiment à ce niveau. C'est-à-dire, le niveau que l'on voit actuellement était relevé légèrement. Mais le niveau dont parlait mon père, il était à peine légèrement supérieur à celui que l'on voit actuellement sur la place de la mairie. Oui, oui, le niveau d'origine. Voilà, c'est le niveau d'origine. Oui, oui, il est quand même plus bas. Hein. Et mon père donc, travaillait à ce niveau-là, dans le magasin de ma grand-mère, qui n'est pas très loin de la place de la mairie. Et ce niveau-là n'a été perceptible à la place de la mairie qu'il n'y a que quelques années. Moi, enfin, j'ai connu cette place, on l'appelait la place de l'œuf, parce que toutes les voitures circulaient autour d'un parking, d'un terre-plein, pardon, d'un terre-plein au centre, et les voitures étaient garées donc en épi, et on pouvait circuler. Ce n'est que tardivement... Comme sur la place de la Comédie à Montpellier, qui s'appelait initialement d'ailleurs la place de l'œuf aussi. La place de pour les mêmes raisons. Pour les mêmes raisons. Et quand on parle du... Je reviens à ça parce que je repense à l'autre roman que j'ai fait, qui s'appelle Le Crépuscule de Mitra. Quand on parle des vestiges que l'on ne trouve pas à Narbonne, alors qu'il y en a peu, finalement il y en a, mais on n'a pas trop creusé encore. Hein. On n'a pas tout creusé. Et là, dans le Crépuscule de Mitra, j'essaie de parler du culte de Mitra, qui était à Narbonne vivace, puisque c'est un culte qui a été amené par les militaires. Et si on fait le comparatif, Narbonne avait, au temps des Romains, on va faire un comparatif à peu près, je ne cite là que des chiffres que j'ai vus dans des bilans archéologiques. Hein. Ce n'est pas moi qui fais des calculs hasardeux. Non, non, non. Donc, on pourrait en profiter pour d'ailleurs parler de ces rencontres archéologiques qui vont avoir lieu au mois d'octobre. Voilà, au mois d'octobre, les rencontres archéologiques en Narbonnaise qui sont toujours très intéressantes parce qu'il y a des intervenants qui parlent justement, ils font le bilan des fouilles. Il y a aussi l'archéologie vue en bande dessinée. Il y a des ouvrages très divers, des conférences. Ce sont vraiment 2-3 jours qui sont très importants. On peut trouver les renseignements sur Internet. Et pour revenir donc à Mitra, pour moi c'était un problème, c'est pas un problème, c'est un sujet important. 30 000 à 35 000 personnes à Narbonne au temps des Romains, ça veut dire proportionnellement à ce qui était à Rome, au moins une quinzaine de mitréums, mitréens, pardon. Un mitréum, c'est un lieu de culte pour Mitra. Alors en général, il se passe sous terre, donc on le faisait dans une grotte ou bien dans un bâtiment qui était souterrain, avec une entrée qui était décentrée. C'est-à-dire qu'on voyait une porte, on ne s'imaginait pas ce qu'il y avait derrière, parce qu'il fallait rentrer, passer un genre de couloir, et ensuite se trouver dans la salle de culte de Mitra, qui était toujours donc souterrain. Et mon petit combat pour la culture locale, c'est qu'il y a à côté de sur la façade de l'église de Saint-Sébastien actuellement,
une statue qui a été très mal identifiée, que l'on a fait passer pour être un esclave, alors que c'est la statue de Cautopates, qui est un des deux compagnons, des deux dadophores, qui accompagnaient Mitra. Donc ça veut dire que cette pierre a été récupérée dans le coin, puisque finalement le forum n'était pas loin de là, le forum est à la place Listan, et que y a certains archéologues qui auraient situé un mitréum non loin de là, dans la rue qui est parallèle au forum, donc entre le forum, la place du Listan, et la rue des Trois Moulins. Entre les deux, il y a une rue qui monte, on aurait situé là le mitréum. Et cette pierre dont je parle est sur la façade de Saint-Sébastien. J'ai demandé une protection, soit par un plexiglas, soit un moulage, pour qu'on ait une trace, parce que là, si elle reste à tous les vents, cette statue va disparaître. Moi qui l'étudie depuis des années, j'ai bien vu le changement, et puis donc les parois qui sont abîmées par le vent, par la pluie. Donc au moins de mettre même un plexiglas avec un petit mot d'accompagnement à côté, d'autant qu'il y a encore une pièce en réemploi qui comporte un texte en latin. Je pose la question, est-ce qu'une étude sérieuse a été faite de cette inscription? Moi, je n'ai pas trouvé trace dans le gros pavé qui parle d'archéologie narbonnaise. Et moi, bien sûr, je suis restée dans mon domaine, c'est-à-dire qu'à partir de Mitra, j'ai fait un petit roman qui parle de cette statue, mais qui parle aussi des derniers jours du culte de Mitra à Narbonne. Au tout début de la chrétienté. Parce qu'il faut savoir que le passage de l'un à l'autre, c'est-à-dire du paganisme à la chrétienté, ça a été terrible, voilà. Mais de la chrétienté, donc aussi, lorsque ça a été instauré comme culte impérial par l'empereur, il faut savoir que les cultes païens ont eu beaucoup à pâtir. Et là, je raconte comment le prêtre est décédé. C'est une œuvre de fiction, évidemment, bien sûr, mais en fait, je me suis basée sur des faits similaires et comment les gens ont été obligés de fuir pour se protéger, comme chaque fois qu'il y a un changement de régime ou un changement de religion. Alors toi qui as connu la Camargue, puisque tu as habité pendant longtemps à la Grande Motte, est-ce que tu peux nous montrer le lien qu'il y avait quand même entre ce culte de Mitra et encore aujourd'hui des résonances qu'on peut trouver dans certaines pratiques ou dans certaines rencontres, y compris en Camargue? Alors en Camargue, ça tombe bien parce que c'est pratiquement l'anniversaire de la conférence que j'ai donnée justement sur Mitra à Saint-Laurent-des-Gouzes, qui demandait donc d'informations parce qu'ils avaient décidé de baptiser un quartier de la ville de Mitra. Donc ça fait résonance avec plusieurs choses, cette conférence, parce que non seulement ils allaient baptiser un quartier Mitra, mais qu'il y a eu dans cette ville, qu'on honorait justement à l'occasion aussi plus tard de la conférence 3 mois plus tard, enfin 6 mois plus tard, au mois de mars, on a dévoilé une plaque sur la maison de Fénébrige, et dans cette chronologie de cette famille, il y a Alexandra David-Néel, qui est la première femme à avoir mis le pied au Tibet, qui est une grande aventurière, qui est connue mondialement, et elle a signé certains de ses articles alors qu'elle était assez jeune, elle a signé Mitra, M-I-T-R-A. Évidemment, il n'y avait pas le H, mais quand même, j'ai trouvé que la concordance était forte. Alors, dans ce pays où il y a le culte du taureau, évidemment qu'on peut penser que c'est une survivance de ce culte mitraïque, notamment une certaine adoration, que l'on essaie aussi de compenser. Alors là, bien sûr, j'essaie de rester neutre parce qu'il y a des gens qui ont pris défense de la bête, notamment contre les corridas et contre certaines pratiques qui se font dans les villages qui sont dites de tradition, où l'on tire la queue de cette pauvre bête, où on lui fait plier les pattes, on lui fait boire du pastis, enfin un tas de choses. On essaie de se mesurer à une bête sauvage qui, les 3/4 du temps, se trouve dans les prés, bien tranquille, en train de brouter, qui a pour voisins des chevaux, et il n'y a aucune animosité entre les deux sortes de bêtes, ça fonctionne tout à fait bien, et que, bon, évidemment, certains touristes croient malin de pouvoir s'approcher en faisant des sottises, mais un taureau, comme un cheval, ça se respecte. C'est un animal qui a encore des sursauts, des réactions sauvages.
on le sait, on ne va pas au-devant de certains ennuis. Alors évidemment qu'il y a des accidents, mais parce qu'il faut voir la façon de se comporter. Il y a aussi des gens qui travaillent dans l'arène et qui s'appellent les raseteurs, qui font des genres de sauts, qui essaient d'enlever les cocardes. Il y a tout un tas de codes. Alors je conseille aux gens qui arrivent en Camargue pour la première fois de s'approcher un peu des offices de tourisme, des mairies, pour prendre la mesure de ces traditions, de ne pas faire n'importe quoi, de savoir respecter la bête, mais de savoir respecter aussi bon, le lieu où l'on se trouve avec les animations qu'il y a. Et puis ensuite, on aime ou on n'aime pas les traditions, ça c'est encore autre chose. Mais cette survivance est très vivace. Dans chaque village, il y a des écoles taurines où on apprend aux jeunes garçons à torer, à travailler le taureau, parce qu'en Camargue, les jeux taurins ne se terminent jamais par la mort de l'animal. Bon, on le taquine un peu, évidemment on le pousse un peu à la course dans ses retranchements, ça s'appelle travailler la bête, mais on ne va pas jusqu'à l'oxyre. L'oxyre, c'est autre chose, c'est encore une autre catégorie, c'est la corrida, avec ses codes aussi. On n'entre pas dans le jeu, on comprend ou on ne comprend pas. Il y a cette confrontation avec la mort. L'homme devant l'animal sauvage, donc c'est une première confrontation. Il prend des risques. Voilà, il prend des risques, et après avec la mort aussi. Et c'est soit le taureau, soit l'homme qui gagne. Et les gens qui vont pour le spectacle, ils vont aussi pour tout le respect des codes. C'est vraiment très très codifié. Et il est mal vu de se mettre en travers. Et c'est vrai qu'il y a la dimension artistique. Il y a d'autres dimensions qui sont aussi, que l'on apprend quand on est vraiment dans le pays, dans la région depuis plusieurs années, et qu'on essaie de s'approcher un peu de cela d'une manière objective. Pour tout, je pense qu'il ne faut rien faire avec excès, c'est être objectif. Essayer de comprendre des gens qui sont là depuis des années. Alors à savoir que les courses taurines ne datent pas de maintenant. On relève quand même depuis le Moyen-Âge, depuis le XVe siècle, on a trace de spectacles de ce style, justement. Et on pense qu'il y a eu peut-être aussi, on en parle moins, mais un lien, comme tu disais Martine, entre les pratiques de l'Antiquité et pour arriver jusqu'à ce 14e, 15e siècle. Donc au Moyen-Âge, on en parle moins, ça se faisait peut-être ou dans certaines régions. Après, ça s'est étendu. Certains y ont vu un débouché touristique non négligeable, donc accentué, et ont mis en place une tradition qu'ils n'avaient pas forcément. Tout peut s'expliquer, tout ça, mais il faut le regarder avec un œil encore bienveillant, ne pas arriver le poing levé, etc., en disant on est contre, etc. Il faut essayer de comprendre. Et en même temps, bon, j'ai retracé, moi, dans ce modeste livre, ce culte que l'on pense être incompréhensible et qui pourtant avait tout son sens dans l'Antiquité, était porté par les militaires, parce que les militaires se déplaçaient très souvent. C'est un culte qui vient de l'Asie mineure. Alors j'invite les gens à aller regarder par eux-mêmes, à aller s'informer, parce que le culte de Mitra est intéressant. On lui attribue des codes dont je parle un peu dans le livre aussi, mais ce n'est pas le sujet. Moi, c'est vraiment un roman avec des personnages. Le culte de Mitra est en fond, mais il existe quand même. Je parle quand même du sacrifice du taureau, etc. et tout. On a accroché quelques thèmes chrétiens à ce culte. On a même accroché quelques symbolismes qui ont pu déboucher dans la franc-maçonnerie. Enfin, je ne dis pas que c'est l'auberge espagnole, pardon, mais il faut être prudent, voilà. Hein, comme j'ai dit, y aller avec circonspection, avec un esprit ouvert et étudier, ne pas avoir des idées reçues, voilà. Et pour l'historien, c'est toujours pareil, on est dans des hypothèses. On est dans des hypothèses, on cherche, on travaille, et quand on trouve matière à avoir concrétisation, là, on peut avoir des affirmations. Je reviens à la statue de Cautopatès, je suis sûre de moi, c'est bien Cautopatès, j'ai fait des exercices de comparaison, bien sûr, des comparatifs sérieux, ça n'a rien avec un esclave, même jusqu'au bonnet
qui est un bonnet phrygien et qui n'est pas un bonnet d'esclave. Alors je rentre un peu en résonance avec tout ça. Mitra, je le rappelle, et tu ne diras pas le contraire, c'est aussi en lien avec le scorpion, oui, avec le serpent, le chien, oui, avec voilà. Oui. Donc il y a la lune, les étoiles, quand même tout un bestiaire qui est lié à Mitra. La nuit, pas le jour, que le taureau. La nuit, le jour, et le bien et le mal, voilà, hein, et les astres, voilà, le soleil et la lune. Oui. Voilà. Après, effectivement, bon, il y a eu la survivance de tout un tas de cultes polythéistes, bien au-delà de l'implantation officielle du christianisme. Bon, comme partout dans le monde. Hein, oui, voilà. Ensuite, dire que les courses de bio, moi je les ai, je les ai croisées dans ma période, c'est-à-dire de la Renaissance jusqu'à la Révolution française, parce que c'était une façon pour les bouchers, qui était une confrérie très importante, d'attendrir la viande. C'est-à-dire qu'avant de mener les bœufs ou les taureaux à l'abattoir, on les faisait courir parce qu'on pensait que justement, si on tue un animal à sang chaud, ça allait attendrir la viande, et il s'avère que, bon, dans les faits, c'est vrai. Alors, voilà. Bon, j'ai rien contre les végétariens, mais en fait, ça fait partie quand même des choses qu'on peut dire, enfin, puisque c'est une tradition, de faire la course du bio. Ce que je voudrais également dire, c'est que le taureau, dans les courses camarguaises, donc, n'est absolument pas sacrifié comme dans les corridas, pour des raisons différentes. Parce qu'il y a un jeu, c'est un compagnon de jeu dans les courses camarguaises, le taureau. Et plus il est, je dirais, joueur, plus il est taquin, plus il est malin, etc. Et plus le raseteur, finalement, qui est aussi un athlète, hein, parce que des fois c'est le saut de l'ange, hein, les raseteurs, c'est magnifique en fait. Ça demande aussi beaucoup d'entraînement pour ne pas se faire encorner, quoi. Et donc c'est magique, il y a des moments, ce jeu entre le taureau et le raseteur, c'est quelque chose de très beau, ça peut être très esthétique. Très esthétique et en même temps assez aérien, très aérien, au point que quand le taureau meurt, quelquefois ça devient un but d'or, quelquefois ça devient une statue à l'entrée de la commune, et quelquefois même, ça c'est Michel Falguière qui me l'avait dit, on enterre le taureau debout pour montrer à quel point on l'honore, on le respecte, parce que c'est devenu une légende. Voilà. C'est-à-dire dans la commune où on a l'habitude de faire les jeux taurins, et toutes les communes alentours, en Camargue, le taureau, il est connu par son nom, quoi. On en parle comme d'une personnalité. Le sanglier, par exemple. Voilà. Ça, c'était un surnom qu'on lui a donné. Un surnom qu'on lui avait donné, mais bon, il était connu aussi comme ça quand on en parlait. Il faut rappeler aussi qu'il y a les jeux landais, qui ressemblent aussi beaucoup, mais qui sont aux jeux camarguais, mais qui sont encore plus sportifs. Mais surtout, l'origine, c'était les jeux crétois, où on pouvait sauter un taureau de la tête à la queue, et de l'inversement. Donc on passait au-dessus des cornes, on faisait un saut périlleux au-dessus du dos du taureau pour atterrir de l'autre côté, et mon grand-père faisait ça. Donc il y a les deux, il y a à la fois l'athlétisme, la prouesse athlétique, et en même temps le risque, c'est-à-dire la prise de risque, à savoir que bon, on joue sa vie ou sa mort. Mon grand-père, on dit toujours, il sautait donc un taureau des pieds à la tête, enfin comme ça de la tête plutôt à la queue, et faisant le saut périlleux au-dessus. Je n'ai pas relevé le défi de cette généalogie. Bien. Alors, je me suis contentée d'écrire. On va continuer, mais de témoigner aussi. Hein. Oui. Alors justement, j'allais attaquer sur les faits marquants de ton enfance. Donc il y a ce grand-père qui est quand même... Qui était une figure narbonnaise, on appelait 1000 hommes, parce qu'on disait qu'il avait la force de 1000 hommes. Et je me suis promis qu'un jour j'écrirai un élément biographique. Il faisait donc ça, les jeux, donc non pas camarguais, mais landais.
Et puis ensuite, il traversait le Grand Café de 89, qui est encore, on s'appelle le 89 aujourd'hui, mais qui est scindé en deux. Il y a une pâtisserie et puis un restaurant. Là, à l'époque, moi je l'ai connu comme ça, c'était un grand café. Il y avait des poutres apparentes. Il traversait en se tenant que par les bras, la force des bras. Il traversait tout le café et il faisait des concours de valse sur un guéridon. Personnage étonnant, voilà. Oui, donc de ce côté-là. Ensuite, donc j'ai dit dans ma famille, eh bien j'ai connu des grands repas familiaux avec énormément d'ambiance parce qu'il n'y avait pas de téléphone portable, pas de télévision, rien du tout. On donnait de sa personne. Moi j'ai vu des cousins, des cousines de ma grand-mère raconter une histoire. Mon père aussi n'était pas le dernier. Chanter une chanson, dire un poème. Alors, j'ai... Les repas de famille étaient animés par la famille. Voilà, oui, par la famille. Et chacun avait d'ailleurs... Chacun un talent différent, voilà. Et son rôle à jouer. Et son rôle à jouer. Même nous, enfants, on pouvait nous mettre debout sur une chaise, on avait une petite comptine à dire, ou un petit chant, c'était apprécié. Et puis il y avait beaucoup de musique. Mon père était musicien, j'ai eu un de mes oncles qui était musicien aussi, donc il y avait beaucoup de musique. On chantait à la fin du repas, on dansait beaucoup, on s'amusait, on racontait beaucoup d'histoires, c'était très vivant. Et c'était donc, ça donnait, j'ai appris ensuite pourquoi on le faisait cela. Parce que nous n'étions pas la seule famille à le faire. Il y a beaucoup de familles, à la fin des repas, que ce soit une communion, mariage, etc., on racontait des histoires, on chantait une chanson, parce que, au niveau médical, j'ai appris que ça faisait digérer, ça aidait la digestion. Comme les repas étaient beaucoup plus conséquents que maintenant, puisqu'il y avait des menus avec des tas de plats, et on voyait les en mode des banquets aussi, on faisait des banquets corporatifs. Oui, et puis on se donnait rendez-vous en général à 11h30 midi, et puis voilà. ça pouvait se terminer vers 5h30. Ah oui, bien sûr, j'ai connu ces repas à manger. Nous nous passions sous la table, enfin, et on allait vagabonder un peu, puis on revenait pour le dessert, évidemment, bien sûr, mais j'ai connu cela, et j'ai appris donc que ça faisait donc, ça participait à la bonne digestion, le fait de chanter, de déclamer quelque chose, et voilà, de réciter. Donc on joignait l'utile à l'agréable, mais il faut dire aussi que les menus étaient impressionnants. Alors ensuite, dans cette Narbonnaise, donc, quels vont être les exemples déterminants? Alors les exemples déterminants, ça a été évidemment mon père et ma mère, même si après, avec le recul, on n'a pas la même façon de voir la vie, mais quand même certaines, entre guillemets, gaieté et le travail. Moi, j'ai appris de mes grands-parents, j'ai appris mon grand-père qui, quand même, faisait, à l'âge de 50 ans, faisait encore des dictées, tout ça pour placer des concours, améliorer sa situation, pour des gens qui avaient été, dans leur enfance, quand même mis très tôt au travail. Mon grand-père et ma grand-mère, à 10 ans, étaient déjà en train de travailler, mais ils ont ensuite eu un très très bon niveau. J'ai vu des lettres de ma grand-mère qui ne faisaient aucune faute d'orthographe. Mon grand-père non plus. C'était des gens qui avaient une solide base, même s'ils avaient été peu à l'école. En général, c'était le certificat d'études et c'était quelque chose de significatif. Mon arrière-grand-père, le père de ma grand-mère maternelle, a été le plus jeune du département du Gard à avoir son certificat d'études. C'était le plus jeune du département. Donc pour dire qu'on faisait peu d'études, mais assez poussées et d'un bon niveau. Donc ça a été des personnages évidemment de référence. Après, bon, on nuance quand on arrive à soi-même à être dans la vie active, on sait qu'il y a des choses que l'on va garder, d'autres moins, des caractères, des parties du caractère que l'on va essayer d'améliorer, amoindrir. J'ai eu ensuite donc l'image très, très contrastée entre mon père et ma mère. Ma mère qui était quand même sérieuse, et toujours la huguenote, bien sérieuse et je veux dire exigeante pour notre éducation, et mon père qui était tout dans la joie, dans l'insouciance, etc. Mais qui m'a aussi appris énormément de choses. Grâce à lui, j'ai découvert le jazz New Orleans, parce qu'il allait donner des leçons de guitare à la Maison des Jeunes. C'est lui qui a fait débuter le grand chef René Coll, qui est devenu le chef d'orchestre de Sardou, puis ensuite de Patrick Sébastien. Et moi j'ai vu René Coll à la maison, évidemment. J'ai vu le professeur Jacques Michaud aussi à la maison, qui m'a salué gentiment, alors que je débutais dans la fonction. Chers collègues,
il était prof de fac, et moi je venais rentrer comme institutrice. J'ai dit non, quand même, pas à ce point. Mais tout ça, ça défilait à l'atelier de mon père qui était coutelier, dans une sorte de bonhomie, voilà. Mon père était un homme assez ouvert et puis très généreux. Souvent, j'ai vu mon père faire un cadeau de son travail d'aiguisage à une personne qui était dans le besoin. Je n'ai jamais vu mon père faire payer une personne âgée, jamais. Et on apportait les ciseaux à la couture, il plaisantait, tout ça, il faisait la réparation, il le donnait, c'était gratuit. Ça, mon père, à ma générosité, vraiment, c'est pour ça aussi peut-être que je fais tant d'interventions bénévoles et que maintenant j'ai décidé que bon, même je passerai mes notes, etc. et tout, des gens qui sont intéressés. Alors, est-ce que tu es la seule ou la première à avoir une formation universitaire? Dans la famille? Oui. Non. Enfin, ça, peut-être avant. Tu parlais du professeur Michaud tout à l'heure. Ah, le professeur Michaud, mais ça c'était un ami. C'est le professeur Michaud qui est le président de la commission archéologique et qui a un bel âge maintenant et qui donc était un ami de mon demi-frère parce qu'ils ont fait leurs études au collège Beau Séjour en Narbonne. Universitaire peut-être, oui, mais il y en a eu d'autres après moi. Je pense à mon filleul, je pense. Est-ce que tu es la première, toi? Oui, peut-être, hein, oui. Dans la famille, oui. Alors donc, comment ça a été accueilli par la famille? Ils ne comprenaient pas. Ma mère ne comprenait pas. Elle me dit, bon, maintenant tu as le baccalauréat, tu vas être institutrice. Elle m'a dit carrément, on t'a mené jusque-là, à toi après de te débrouiller. Et moi, évidemment, je suis restée un peu soufflée parce que j'avais l'intention, je m'étais très payée, tout ça. J'ai tenu tant que j'ai pu, j'ai tenu pendant 2 ans, un an en français moderne et une autre année en allemand, première langue, alors que je faisais allemand deuxième langue. C'était un grand saut. Et puis ensuite, j'ai continué donc avec l'histoire de l'art, etc. Et tout comme j'ai pu. J'ai fait par correspondance. Et j'ai fait des stages aussi. Quand même, je me suis rendue. Donc, l'école du Louvre, ça, j'étais présente. À la faculté d'Avignon, j'étais présente aussi. Et après, il y avait ce qui allait avec, c'est-à-dire après la formation théorique, il y avait une partie pratique. Mais dans ta famille, tu as l'impression qu'à un certain moment, ils ont décroché un peu par rapport à ton parcours, tes exigences, tes ambitions. Maman ne comprenait pas trop. De dire ça suffit, tu as le baccalauréat, tu es institutrice, c'est bon. Moi, je me voyais, c'était pas une fin en moi, en soi, pardon. C'était pas une fin en soi pour moi de travailler, même pour arriver après à la direction d'école, mais il me fallait autre chose. Et j'ai toujours besoin de travailler, de comprendre, d'apprendre. Tous les jours, j'apprends, Martine, tous les jours. Et j'encourage tout le monde à faire pareil. Ma mère me disait, bon, mais moi, ça va, de toute façon, elle s'estimait que ça suffisait, ce qu'elle avait appris. Et je lui ai dit, mais maman, on apprend jusqu'à son dernier souffle, jusqu'à ce que la tête ne marche plus. Je veux dire, bon, il se peut que d'ici demain, je souffre d'Alzheimer, etc. Mais en fait, j'ai fait un parcours et qui a montré que je pouvais raconter des histoires, intéresser des gens, puisqu'il y a des gens qui me commandaient les livres alors que je n'avais pas fini de les écrire, et puis que j'ai pu, par ma poésie, apporter un petit peu ne serait-ce qu'un petit sourire dans une journée, que 2 ou 3 mots légers dans une journée qui est lourde, parce qu'il y a des gens qui ont des épreuves, parce qu'il y a des gens qui souffrent, qui n'ont pas une vie quotidienne marrante. Et là, un petit clin d'œil comme ça, un petit quatrain, quelque chose, voilà, mon but était atteint. Et si en plus, à travers mes livres, comme à travers mes articles dans mon blog, parce que j'ai un blog où je ne raconte pas ma vie, ça n'intéresse personne, mais c'est uniquement consacré à la culture, à l'art et au patrimoine. Les articles sont volontairement brefs, avec quand même des illustrations qui sont exploitables par tout le monde, et bien sûr c'est gratuit, évidemment. Et si j'ai pu donner envie aux gens d'aller un peu plus loin, moi mon but il est atteint. D'accord. Alors le blog, on le rappelle, c'est... Oui, International Culture Blog. D'accord. Donc ne cherchez pas Noël Marty. Si, on peut me trouver. Ah, ça suffit quand même. Mais on le trouvera pour les livres. Voilà. Est-ce que tu peux répéter donc comment ça s'appelle ton blog? Alors, International Culture Blog. Voilà. Alors, je vais faire un peu un jeu de mots puisqu'on était parti sur les écrits et la poésie. Si je te dis le Paris scolaire et le périscolaire, comment justement c'est organisé ou
c'est contrebalancer ta carrière entre le pari scolaire, oui. Parce que je sais que chez toi c'est vraiment une vocation. C'est une vocation, oui. Et pas seulement un programme. Et le périscolaire, justement, c'est-à-dire tout ce que j'ai apporté en plus. Voilà, tu as pu apporter en plus en termes d'inventivité, alors j'ai pédagogie, disons, j'ai conjugué, même en tant que simple enseignante, parce que j'ai eu tous les niveaux. La première année, j'ai fait des remplacements qui m'ont conduit de la petite section de maternelle jusqu'à un troisième. Donc je pouvais être projetée dans n'importe quelle classe, j'arrivais à m'en sortir. Disons, après, je me suis stabilisée, je me suis spécialisée dans la petite enfance, mais en faisant venir des artistes, et toujours mettre en avant ce volet culturel. J'ai adapté des textes de Victor Hugo, des petits morceaux de musique de Mozart, pour des enfants de 4 ans. Et ça marche. Ça marche. Évidemment, il faut s'adapter à eux. Une fable de La Fontaine, parce que je fonctionnais aussi sur mes propres souvenirs. Quand j'avais 4 ans, il paraît que j'avais une mémoire folle déjà et tout, et on s'amusait à me faire, mes tantes surtout s'amusaient à me faire répéter des textes un peu en anglais, etc. Et j'apprenais les fables de La Fontaine. Et je me suis dit un jour, si moi j'étais capable de le réciter, mes petits, ils sont capables aussi de le réciter. Donc j'ai adapté, j'ai mis la plus simple, c'est le Corbeau et le Renard, très mimé bien sûr évidemment pour des enfants, et j'ai eu un succès fou. Parce que les enfants rentraient dans le jeu et que les parents étaient étonnés, mais vous leur apprenez Fable La Fontaine? Et je dis oui madame, oui monsieur. Et à un enfant de 4 ans, on peut répondre à toutes ces questions, à condition de se mettre à sa portée. Il y a toujours une réponse à apporter à un enfant. Le pire, c'est de dire, on te dira quand tu seras plus grand. Ça, c'est inacceptable et inaudible pour un enfant. Il y a une réponse pour lui, à son niveau, à sa petite réflexion, mais on peut toujours lui parler de tout. Surtout j'étais confrontée à des enfants qui avaient perdu leur mère, etc. Enfin, il y a eu des choses très difficiles à surmonter. Et à l'école, il fallait que ce soit un sas. Et comme une soupape, que l'enfant puisse en parler, il puisse y trouver une petite consolation, etc. Et tout. Et on peut dire que chaque année, tous les enfants de ma classe, je les ai tous aimés pareil, et que malheureusement, l'expérience m'a montré que, enseignante, même avec les autres collègues, on aimait plus ces enfants que leurs propres parents, qui parfois les oubliaient le soir à l'école, pour des raisons futile, et que ça me semblait moi quelque chose aussi d'inacceptable. Il fallait que l'enfant se sente en sécurité, voilà. Alors après, en tant que directrice, bien sûr, alors en tant qu'enseignante, j'avais ma guitare et j'ai fait chanter toutes les classes où je suis passée, bien sûr. On m'appelait le troubadour parce qu'on m'envoyait avec ma guitare sur le dos. Et quand j'étais directrice, donc j'ai favorisé l'entrée de l'art à l'école, voilà, et j'étais aussi, bien sûr, encore chef de chœur, grande chorale. À un moment donné, j'étais dans un village du Vaucluse qui s'appelle Sarrian, où j'avais 300 élèves devant moi, sur la scène, et derrière moi, j'en avais autant, et moi j'étais au milieu avec un piano électrique, et j'ai fait une chorale, donc avec les enfants de l'école maternelle sur la scène, et les enfants de l'école élémentaire derrière moi. On a fait une chorale avec un chant mis sur les paroles sur un air de Beethoven. Voilà. Et j'ai une copine qui était au fond, elle m'a dit, Noël, c'est pas possible, tu t'es crevé l'âme. Elle me dit, les gens, ils continuaient à parler, tout ça, ils s'en foutaient complètement. Ça fait rien. Moi, j'étais heureuse des enfants aussi. On a fait quelque chose de marquant. Il y a un article sur le journal, etc. Et tant pis si les parents sont passés à côté. Mais moi, j'ai donné cet enseignement un peu exceptionnel et un peu de qualité. C'est ce que je voulais. Je voulais mettre la barre un peu haut. Et si j'ai pu, et je le sais parce qu'il y a des parents après qui sont venus me trouver, ah, vous savez, depuis que vous avez fait chanter, il a voulu apprendre la musique, il a voulu aller à l'école de musique et tout. Moi, mon travail était fait, c'était bon. J'avais passé le relais, j'avais donné l'envie. On est là pour donner l'envie, pour éveiller l'esprit curieux. Enfin, je peux en parler pendant des heures du métier d'enseignant, parce que pour moi, ça a été... J'ai fait mon travail le plus honnêtement possible. Alors, tes goûts, donc, se sont affirmés, se sont oui. transmis. Est-ce que tu dirais que tes goûts se sont affirmés par rapport à ton évolution personnelle, ou est-ce que justement les goûts évoluent
en conséquence de l'évolution? Moi, ça a été plutôt par goût personnel, parce que j'ai une forte personnalité, je suis très déterminée, je le sais, ça peut parfois, comme on le disait en aparté, ça peut parfois faire reculer certaines personnes, mais quand on a compris comment je fonctionnais, que j'étais dans l'empathie, et plutôt de la sympathie et le partage, on peut aller plus loin, là. Et là, on s'adapte, comme tu dis, s'il y a évolution, on s'adapte évidemment, que j'ai adapté le répertoire, que j'ai adapté ensuite, puisqu'on a travaillé par exemple avec la chorale, Le Lion est mort ce soir, voilà, s'adapter à mesure, dans les années 80, c'était chansons à la mode, on s'adaptait comme ça, et que peut-être que je ferais du rap maintenant si j'avais une classe, je ne sais pas. Tu peux essayer. Et autrement, pour les élèves, c'est surtout être à l'écoute. Tant que j'avais charge de classe, je m'adaptais, je disais aux élèves, quand j'avais un CM1 ou CM2, vous faites un pas, moi j'en fais deux. Et avec les petits, j'étais en observation. Et si la classe répondait, évidemment que moi j'avançais aussi. Si je voyais qu'il y avait des réticences ou que ça ne comprenait pas trop tout ça, évidemment je freinais. Et je ne peux pas dire que j'ai fait une année comme une autre. Non, je m'adaptais chaque fois. Après, bon, mes propres goûts, évidemment, que j'avais en parallèle. Je ne sais pas si c'est ce que tu voulais dire, mais en parallèle, que j'avais, moi, une formation que j'ai continué à pratiquer. Alors, les cours, donc tu viens d'en parler, oui. Les conférences, et en particulier les thématiques ou l'idéologie de tes conférences, est-ce que c'est en lien justement avec tes goûts ou avec ton parcours professionnel, ou est-ce que ça a été à la demande plutôt? Alors, il y a eu tout, parce que j'ai 60 sujets de conférences. Je peux parler aussi bien du vin que donc des troubles à Ritz, puisque, cher ami, nous avons ce sujet en commun, qui sont les poétesses occitanes et médiévales. Et nous avons aussi, enfin, j'avais proposé... Catalane, provençale, Et puis, j'avais proposé donc des personnages particuliers, notamment avec qui je n'étais pas forcément d'accord, mais le fait d'apprendre, parce qu'on travaille un sujet dans une conférence aussi, moi ça me faisait découvrir certaines choses, j'ai parfois aussi changé d'opinion sur des personnages, mais j'ai évoqué George Sand, j'ai évoqué, qui était défenseuse, je ne sais pas comment on dit, défenseuse, oui, du patrimoine, qui a contribué à sauver les tapisseries de la Dame à la licorne, qu'on ne sait pas, les peintures de l'église de Nohant, de chez elle, grâce, alors là, je vais rentrer dans l'anecdote croustillante, grâce à sa relation avec Prosper Mérimée, qui était quelqu'un de réputation un peu froide, un peu distante. Donc, quand on sait la bouillonnante George Sand, comment pouvait être cette femme, qui avait aussi la dent dure et qui avait aussi le jugement, surtout sur les hommes, assez marqué. Et elle a dit dans une de ses lettres, Prosper Mérimée, bof, finalement ce n'est pas grand-chose. Mais c'était la bonne dame quand même. C'était la bonne dame de Nohant, qui a fini en bonne dame patronesse, bien sûr. Donc j'ai évoqué tout ce... Moi, ce que j'ai évoqué, c'est que quand elle a fait appel à lui, même après leur relation, il a répondu. Parce qu'il a vu l'importance du sujet. Il a vu ce que c'était que ces tapisseries, dont certaines servaient à recouvrir des charrettes de foin, ou d'autres de tapis, c'est-à-dire on s'essuyait les tapis après la pluie. On rentrait dans le château où elles étaient, il y avait une tapisserie par terre, on s'essuyait les pieds dessus. Il a compris, lui, ce que c'était ce sauvetage. Donc, il a répondu, pour les peintures, c'est pareil. Donc, ça vient aussi le genre de relation. Moi, j'ai raconté cette anecdote parce que on connaît le personnage de George Sand. Mais quand même, il a répondu, il savait qu'il y avait un sujet important. Lui qui était un défenseur du patrimoine aussi, qui a été donc un archiviste remarquable. Et outre un écrivain aussi. Et alors, si on regarde... Et respecter la culture de cette femme, oui, parce que cette femme était, pour son époque, quand même un puits de science. Si tu regardes bien, il y a un de ces livres où l'on voit donc Carmen, qui a été écrite par Prosper Mérimée, sur la couverture, c'est le portrait craché de George Sand. C'est quand même étonnant. Moi, je fais le montage en conférence et je le montre ça aussi, tu vois. Donc, pour dire l'implication qu'il y avait ces deux. Alors ça m'intéressait de raconter aussi cela. Donc, il signifierait qu'elle a été aussi sa muse. Oui, vraiment. Et qu'ils se sont quand même aimés, oui.
J'ai parlé de Madame de Staël aussi, qui a un parcours intéressant, bien sûr. Je suis allée à Copé, j'ai vu son château, j'ai su qu'elle était enterrée, enfin elle n'était pas enterrée, mais elle était mise dans l'alcool, dans un cercueil avec de l'alcool pour la conserver. Bref, on n'est pas allé jusqu'à le voir, ça ne se visite pas, mais ça se vient enfin, dans la visite. Ensuite, j'ai évoqué comme personnage encore Catherine de Médicis. J'ai évoqué aussi Marguerite de Provence, la femme de Louis IX, qui n'est pas Saint-Louis, qui est Louis le Pieux. Il n'était pas saint, il était pieux, mais pas saint. Là aussi, il y a des choses à apporter. J'ai évoqué Marie Durand plusieurs fois, donc à Aigues-Mortes même. Et puis, alors j'ai fait aussi quelques sujets à la demande. Est-ce que tu peux dire 2 mots sur Marie Durand? Parce qu'il oui. y a peut-être des personnes qui suivront justement le film de l'interview et qui ne sont pas de la région et qui ne savent pas à quoi ça renvoie. Le personnage iconique qui est devenu iconique au 19e siècle, lorsque on a remis en route, disons, on a reboosté la religion protestante, elle est devenue symbolique parce que cette femme était lettrée et qu'elle a été emprisonnée pendant 38 ans dans la tour de Constance. Dans quelles circonstances? Est-ce que tu peux le Ben, rappeler? simplement, elle a été dénoncée. Elle assistait à une comme on disait, une assemblée, c'est-à-dire un culte qui n'était pas autorisé, c'était un culte à la campagne, mais moi-même qui étais l'année dernière... Au désert, Alors au désert, c'est tout ce qui est en dehors de l'église catholique. Ça pouvait être n'importe où, mais en dehors de l'église catholique, parce que le désert, on s'imagine un désert. L'année dernière, j'étais dans le musée, qui est la maison natale de Marie Durand, dans l'Ardèche, et pendant une semaine, j'ai fait du bénévolat en tant que guide. Alors, à faire les explications, en plus, c'était voir cette femme. Enfin, il y a aussi des incohérences. Quand on pense que ces gens n'avaient pas l'autorisation de lire de la Bible, et qu'on trouve d'énormes livres, Bible comme ça, je veux dire, qui font presque 1 mètre ouvert. Les Bibles familiales. Hein. Oui, mais comment on cachait ça? Comment on cachait ça? Et c'est là que j'ai compris toute l'importance de la délation, parce que la mère de Marie Durand a été prise dans une rafle comme ça parce qu'elle participait à un culte. Marie avait 8 ans, elle n'a plus revu sa mère. On ne sait plus ce qu'elle est devenue, cette femme. Moi, j'ai fait des recherches sur la tombe de Marie Durand. Avant, à cette époque-là, on enterrait les protestants dans leur propre jardin. Sur leur propriété. Sur leur propriété ou dans leur maison. J'ai vu par exemple à Marcillargues des maisons où on m'a montré la dalle dessous laquelle il y avait quelqu'un d'enterré, ou alors droit de la cheminée, derrière le mur. Parce qu'ils n'avaient pas le droit d'avoir une sépulture dans un cimetière. Dans un cimetière catholique. Voilà, donc c'était soit dans la propriété, on mettait 2 ou 3 cyprès pour montrer qu'il y avait une tombe. Ça c'était dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas. Oui. Alors je pense que la propriété de Marie Durand a été rachetée plusieurs fois et que je pense qu'au cours des siècles, comme on a fait des aménagements et tout, on a dû certainement remuer, on a trouvé des os, on ne sait pas ce que c'était, et je pense que c'est parti comme ça, parce que j'ai fait vraiment des recherches. L'année dernière, là, j'étais, donc pendant une semaine, j'ai pu faire des recherches comme j'étais sur place, évidemment, et puis j'ai accédé à un genre de bibliothèque qui est magnifique. Moi, je dis toujours, c'est comme la bibliothèque de Clément Osière dont j'ai fait la biographie au mois de mars. Laissez-moi là-dedans pendant une semaine, même sans manger, ni rien. J'ai de quoi me nourrir intellectuellement. Tellement que c'est magnifique, ce sont des lieux. C'est pas possible de rester insensible quand on a notre sensibilité, notre soif de culture. Dans des lieux pareils, Martine, on vivre, c'est sûr. Alors évidemment, voilà, c'est ce parcours que j'ai évoqué en conférence. Et j'ai parlé aussi j'ai parlé de Louis XIV, j'ai parlé de Louis XIII Richelieu. C'était un de mes premiers écrits. J'étais encore en Narbonne, je devais avoir une 22 ans à peu près. J'ai commencé par faire une biographie de Richelieu. Et puis... Alors, bon, ça me parle, parce que quand même, Richelieu, l'édit de Nantes, puis après Louis XIV, la révocation de l'édit de Nantes,
est-ce que c'était toujours un lien quand même avec le fait que tu étais d'une famille protestante? Ou est-ce que c'était vraiment l'intérêt pour les Bourbons? Les deux. C'était l'intérêt pour l'histoire, hein, et le fait que la religion protestante, je trouvais qu'il y avait, mais comme dans l'histoire avec un grand H dont nous avons été nourris, nous, avec ces images d'Épinal, etc. Et j'avais dit, il y a quelques années, j'avais dit, mais il faudrait réécrire les livres d'histoire, ils ne sont plus d'actualité. On nous a raconté le panache blanc d'Henri IV, etc. et tout, des choses qui n'avaient pas eu lieu, des phrases que même Louis XIV n'avait pas dites, l'État c'est moi, etc. On doutait fortement de cette affirmation. Et le personnage de Marie Durand, pourquoi cette femme? Ça fait comme le personnage, je vais te dire, de Jeanne d'Arc. Je suis fascinée par ce personnage-ci, j'ai étudié objectivement. Hein. J'ai mis la religion de côté, le personnage lui-même, la femme qu'il y a derrière Jeanne d'Arc et derrière Marie Durand. Bon, pourquoi on a fait de Jeanne d'Arc une bergère alors qu'elle était noble? Elle avait un titre, elle s'appelait d'Arc avec des apostrophes, elle a un blason, elle s'est montée à cheval, et on a fait et aucune bergère n'aurait su faire à ce point de l'équitation, aucune bergère n'aurait eu les moyens d'acheter une armure et des armes, même si on très l'a très cher. Et puis qui parmi les hommes aurait suivi une bergère si elle n'avait pas été reconnue, elle, en tant que représentante quand même du... Tu sais quand même qu'elle avait comme homme d'armes Gilles de Rais. Oui. Et d'autres... Il adorait d'ailleurs. Oui. Gilles de Rais a des troubles mentaux, il devient à la limite fou, oui, après la mort de Jeanne d'Arc. Oui, il s'en remettra jamais d'ailleurs. Non. Et cette pauvre fille, donc là aussi, mais c'est pareil, oui, non, par rapport, oui, mais par rapport à, si tu veux, la manière dont elle a été traitée. Oui. Et je dis ça. Elle a été brûlée comme sorcière parce qu'on lui a enlevé ses habits de femme. On lui a laissé que des habits d'homme. Or, une femme qui s'habillait en homme, elle était condamnée. Et on ne pouvait pas la condamner pour autre chose, pour les voix, etc. Donc on a cherché un sujet, un thème sur lequel on pouvait l'accuser. On a dit sorcellerie. Mais en fait, elle n'avait rien à voir avec les chefs d'accusation et tout dont elle s'est défendue. Elle était bonne chrétienne et ça n'avait rien à voir. Après, il y a eu des théories comme qu'on aurait enlevé au dernier moment, on aurait brûlé quelqu'un d'autre à la place, etc. Bon, on n'en est pas là encore, il faut quand même des preuves, on ne peut pas affirmer comme ça. Mais déjà, sur le fait de sa naissance, alors, moi j'ai des amis... Alors, il se peut qu'elle ait été garrottée avant d'être brûlée. Oui, ça se pratiquait ça. Oui, ça se pratique. On étouffait les gens avant d'être brûlés pour abréger leur souffrance. Il fallait graisser la patte du bourreau. Mais c'était... Moi j'ai des amis qui sont allés voir Gilles de Rais et ses compagnons s'étaient cotisés, on dirait aujourd'hui, pour payer la rançon. Et c'est le roi qui, sur les conseils de sa mère, n'a jamais donné la rançon aux Anglais parce que la mère lui avait demandé de renflouer les caisses de l'État, du royaume, donc plutôt que de s'occuper de Jeanne d'Arc qui de toute façon après risquait. Oui, et puis ça reste une femme qui casse les codes. Tant que la guerre de 100 ans est en jeu et qu'elle est un personnage providentiel, je dirais, on cautionne Jeanne d'Arc. Mais après, c'est un personnage qui très vite va devenir encombrant. On ne sait pas très bien quelle place on lui donnerait à la cour. Parce que c'est une femme c'est un peu comme déplacer la tour Eiffel, quoi. Oui, ce sont les gens qui deviennent gênants. Oui, après on ne sait pas très bien quel rôle leur donner, alors, comment les honorer aussi. Oui. C'est ce qui va se passer d'ailleurs pour Gilles de Rais. Gilles de Rais, bon, il y a un certain nombre d'exactions sur lesquelles on ne va pas revenir parce que c'est toute une histoire aussi assez folle, Gilles de Rais. Mais au départ, c'était pas n'importe qui non plus. Non plus. Bon, non. Et après... certaines fortunes aussi, hein. Il était riche. Et après, on ne sait plus trop quoi en faire. Ça fait partie des héros. Oui, ce genre de personnes pour lesquelles, tu vois, il y a à dire aussi bien du mal que du bien, et essayer de faire la part des choses, et surtout
de tenir compte des avancées historiques. Parce que on n'ébruite pas trop, mais il y a des avancées. Il y a des gens qui travaillent sur ce genre de personnages, qui travaillent sur les lieux. Je te disais, moi j'ai des copains qui sont allés voir la maison de Jeanne d'Arc, qui m'ont envoyé des photos. On voit bien que c'est pas une ferme. On le voit très bien. Et c'est marqué maison de Jeanne d'Arc, etc. Bien sûr, hein, évidemment, les gens ne font pas n'importe quoi maintenant au niveau touristique. Il y a des moyens de vérifier, etc. Alors voilà, j'ai fait donc des conférences là-dessus et sur Mitra. Donc après, c'était à la demande, je l'ai fait. J'ai fait aussi pour la commémoration de la guerre de 14-18. Donc en 2014-2018, j'avais dit voilà, j'accepte d'en parler, mais je ne parlerai pas des combats ni des conflits à d'autres pays. Et d'abord, j'ai deux copains qui se sont chargés d'en parler. Moi, je vais parler de sujets qui concernent la guerre, mais je choisis mes thèmes et ça va être les femmes et les enfants pendant la guerre. Et voilà, j'ai parlé donc des femmes qui ont pris le relais des hommes dans les usines, etc., leurs conditions et tout. Et ensuite des enfants qui avaient des jeux particuliers, qui ont subi des privations, et tous les traumatismes qu'il y a eu. Et les artistes aussi. Qu'est-ce que ces artistes sont devenus? Notamment, donc, j'ai parlé c'est l'arrière-petit-fils de Victor Hugo, Jean Hugo, qui a fait des dessins, etc. J'ai parlé de tous ces artistes, alors que ce soit donc les caricaturistes, ceux qui ont fait des pamphlets, ceux qui ont fait des textes, etc. Ceux qui étaient, on n'était pas sûr, pas des indiques, mais enfin qui n'étaient pas très proches du peuple, mais plutôt du pouvoir, et en place. Et voilà, alors toujours pareil. La forêt des écrivains combattants. Oui, aussi. Que tu as évoqué aussi, également, bien sûr, voilà. Au-dessus de la Malou-les-Bains. Bien sûr. Et puis, j'ai essayé comme un objectif, enfin, comme l'histoire doit être, c'est-à-dire objectif, comme dans tous les sujets, voir le bien et le mal, faire la synthèse et voir surtout les parutions les plus récentes, c'est ce dont je parle en fin de conférence, les parutions les plus récentes sur le sujet et les dernières trouvailles. Voilà, les gens qui font des recherches et qui ont fait une conférence. Okay, voilà. Je renvoie la toujours à l'éclairage. À l'éclairage, oui. Tu parlais tout à l'heure des copains. Oui. Est-ce que tu as rencontré de nombreuses femmes, justement, dans ces assemblées, de nombreuses femmes en train de faire des émissions radio ou télé, ou des articles, ou des conférences comme toi, ou est-ce que ça reste quand même un milieu très, très masculin? Aujourd'hui, ça reste un milieu très masculin. J'ai rencontré des femmes intéressées, mais qui n'avaient pas l'occasion d'en parler. Donc, je t'ai rencontré, bien sûr, nous avons ces atomes crochus ensemble et nous sommes intéressés par ces sujets. Nous avons là, et puis aussi la même démarche de creuser, d'aller chercher, de ne pas dire n'importe quoi et d'avoir des références et de les communiquer. Donc, et d'autres femmes qui n'avaient pas ce moyen d'expression, mais qui étaient intéressées. Donc, on a établi, parce qu'elles étaient, mettons, présidentes d'associations, parce qu'elles demandaient une intervention, et parce que le propos les intéressait, parce que j'ai parlé aussi quand même des femmes, la condition des femmes. Je vais encore l'évoquer au mois de novembre à Avignon, et c'est un sujet dont on... Est-ce que tu peux dire dans quel lieu? Alors, c'est dans l'ancienne mairie, le quartier Saint-Jean, la rue Bocas. Et ça sera le samedi 8 novembre à 14h30. Parfait, parce que j'allais te demander tes projets, donc ça va projet, très c'est bien. celui-là, et plus tout ce que j'ai sous le coude, donc, parce que j'ai ce petit recueil de poésie qui est sur la mer et sur le milieu marin. Et ensuite, peut-être le titre, déjà, Plage de Narbonne plage. Bien. Et puis ensuite des petites brochures, comme j'ai dit, dans lesquelles je vais mettre le résultat de mes recherches. Voilà, j'en ai déjà fait beaucoup. Je parle de parures mérovingiennes. J'ai parlé donc aussi d'un coffre qui était à Pernes-les-Fontaines, qui est un coffre Renaissance, et de divers sujets, comme j'ai dit tout à l'heure, Mistral. Alors, les influences dans l'écriture mistralienne, les influences donc antiques, et les influences médiévales, notamment Dante, etc. et tout, comment Mistral s'est imprégné
Voilà, j'ai fait tout un sujet de recherche là-dessus. Il débute sur le régionalisme, sur son parti pris. Alors, son parti pris, là aussi, il y a beaucoup à dire sur le personnage, il y a beaucoup à dire. Le fait aussi de récupération, je m'avance, mais je donne des exemples quand même aussi, parce que quand j'avance une petite hypothèse, j'essaie toujours de l'étayer avec beaucoup d'éléments concrets. Voilà. Sinon, je reste dans si voilà, le subjonctif, encore on dit même pas. On fait une hypothèse, on essaye de savoir si c'est... Parce que c'est encore très vivant hein, dans certains scénarios, quand on chante la troupe au centre, on pense à Mistral, c'est incontournable. Mais c'est incontournable, mais je rappelle quand même que s'il a fait le texte, la musique, c'est Saboli. Alors chaque fois on dit la coupe de Mistral. Non, pas du tout. J'ai fait la réflexion à un ami qui est quand même caporal de Fébrige et qui m'a remercié. Il m'a dit oui, c'est vrai, tu as raison. J'ai dit attention, on ne doit pas dire la coupe de Mistral. C'est la coupe centre, parole de Mistral, musique de Saboli. Et Saboli, il est de Monteux. Et ça, moi, César je rends à César ce qui est à César. C'est normal. Alors, on va terminer parce qu'il est déjà plus de midi et que, bon, voilà. Aujourd'hui, tes lignes d'horizon, ça serait quoi? C'est-à-dire, quels sont selon toi tes points forts? Alors, les points forts, même, je vais dire, toute modestie mise à part, c'est que dans toutes mes conférences, je n'ai jamais fait la demande de moi, on m'a demandé. On m'a demandé, Madame Marty, est-ce que vous voulez bien évoquer ce sujet? On vous a entendu, voilà, la référence c'est ça. On vous a entendu et on passe, parce que je ne lis jamais mes textes de conférence, je raconte comme je le fais là. J'ai bien sûr les notes à portée de main au cas où j'ai besoin, mais comme j'ai un diaporama, et je raconte aux gens. Ce qui fait que je peux adapter selon le degré de fatigue de mon auditoire, je peux raccourcir mon propos ou au contraire me demander et je circule un peu. Je ne suis jamais assise et statique, je me lève et je circule, je regarde les gens et je les interpelle. Donc j'estime que là peut-être j'ai fait une partie de ce parcours-là. Je ne me déplacerai plus pour les conférences, parce que j'ai eu un petit problème récemment et que je ne conduis pas sur l'autoroute. Mais par contre, je répondrai par mail, par texto, etc. si on a besoin d'un conseil ou d'un avis, en disant que je me suis spécialisée dans l'héraldique. D'accord. Bon, alors, est-ce que c'est pas des freins que tu te mets toi-même? Parce que bon... je suis prudente. J'ai te déplacer. Oui, mais j'ai un certain âge. Continue de répondre à des invitations. Oui, comme ça, mais c'est tout, ce sera les dernières pour moi. Parce que l'année dernière, j'ai donné cette conférence sur Clément Onzière et l'autre sur le culte du Mitra, alors que j'avais quand même des années matériels personnels assez sévères. Mais je n'ai plus rien à prouver. J'ai sorti 7 romans, 4, je vais sortir le 5e recueil de poésie, plus toutes les petites brochures. Donc après, comme je te dis, je reste à l'affût, même à la continue d'écrire. Je continue. Oui, j'écris tous les jours. Je peux répondre à des questions. Je peux faire des commentaires de monuments aussi. Ou donner des pistes quand les gens sont en difficulté, je peux donner des pistes de recherche. Voilà, et puis il faut quand même être lucide. Il me reste à peu près une dizaine d'années correctes, mais après ce sera... Non, puis je compte mettre le frein aussi, et puis la barre est bien là où il faut, pour à un moment donné, il y a une fin, quoi. On ne peut pas raconter n'importe quoi et se présenter aux gens dans un état de délabrement physique avancé, quoi. Non, on n'en est pas encore là. Bon, alors, donc, alors on parlait des lignes d'horizon, des freins. Oui. Alors, tes sources de joie et de gratitude, ça serait quoi par rapport à... Il y en a beaucoup, voilà, par rapport à ces gens justement qui m'ont fait confiance, qui ont suivi tous mes travaux, dont ma nièce, et puis des gens dans le cercle amical qui m'ont soutenu, encouragé quand je doutais un peu, et même commandé, comme je l'ai dit hors propos, qui m'ont commandé des livres alors que j'étais en train de les écrire. Il faut avoir quand même sacrément confiance en l'auteur,
Et puis en plus se dire, ben, j'ai passé un bon moment, et des retours que j'ai eu de très nombreux retours. Alors c'est ça, de gens très différents, des hommes, des femmes, des gens plus jeunes, des gens plus âgés, des gens à la retraite, des gens encore en fonction, et unanime pour me dire que cette écriture leur plaisait, parce que c'était assez léger. Et enfin, accessible, disons. Voilà, plus facilement accessible que léger, parce que quand même c'est très bien écrit. Oui, mais écoute, on peut s'en contenter. Mais ce qu'il y a dans chacun de mes livres, c'est qu'il y a la possibilité de pousser. C'est-à-dire, je donne confiance au lecteur en disant, voilà, vous avez une piste, vous pouvez suivre, vous pouvez vous documenter, chercher, approfondir, c'est le but. Ça s'appuie sur une vérité. Ça s'appuie sur une certaine vérité, mais vous pouvez vous contenter de lire ça. Voilà. Et le tout, c'est que, ah mais j'ai appris, voilà, quand on me dit ça, j'ai appris, eh bien, très bien, voilà. J'ai fait mon office. Alors ensuite, ta relation, ta famille, justement, de cœur, d'âme, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a... J'essaie d'être le plus naturel possible. Je fais l'information quand il se passe quelque chose dans ma vie. Je ne dis pas professionnelle, mais disons culturelle, voilà, de retraité. Après, vient qui veut, vient qui peut, c'est la formule que j'emploie. J'ai ce soutien amical qui m'a profondément aidé, ça c'est vrai. Dans la famille aussi, j'ai quelques soutiens qui m'ont aidé. Je ne suis pas toujours comprise, mais ça peut me chaud. Et les gens le savent maintenant, je continue à avancer. J'espère encore, moi, avoir des choses encore à apprendre et j'en apprends tous les jours, je suis contente de cela. Outre cela, je fais de la musique et là aussi, donc, je trouve beaucoup de satisfaction. Voilà, et puis j'essaie d'avoir un milieu socio-culturel et relationnel satisfaisant, en équilibre, voilà. Il ne nous reste plus que 5 minutes sur les délais accordés par le Gazette Café qui nous reçoit aujourd'hui. Donc, tes engagements actuels, tes projets, tu en as déjà un petit peu parlé. Alors, j'ai un peu parlé, voilà, toujours, c'est vrai, me mettre au service d'un personnage, ou par rapport de cette association Avignon qui m'a invité, qui s'appelle Femmes Solidaires. Il est évident qu'on ne peut pas rester indifférent à la condition des femmes, à ce qui se passe actuellement, etc. Mais moi, je le fais toujours avec, comme je t'ai dit, j'essaie de faire avec bienveillance, avec un certain recul, tout en disant les faits, mais sans prendre trop parti. Un historien doit être objectif. Alors, des projets, après, pour écrire des sujets, c'est vrai que j'en ai plein. J'aurais pas assez de toute une vie. Je passerai le relais à mes nièces. Je laisserai des sujets en plan, et puis à elles de les terminer. Alors, qu'aimerais-tu ajouter? Qu'est-ce que ça serait la morale de l'histoire par rapport à cet entretien? Ne renoncez jamais à vos rêves. Vous voyez, moi j'ai mis du temps à concrétiser. Je suis contente de l'avoir fait parce qu'on a cette satisfaction d'avoir, on parle, tous mes livres sont un e-book aussi, hein, mais j'ai des amis qui me disent, oh, tu sais, je prends ton livre, je l'amène chez le coiffeur, je le lis à la piscine, tout ça. C'est fait pour ça. C'est fait pour lire un e-book, c'est fait du moment que l'on lit et on apprend jusqu'à la fin de sa vie. Jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus apprendre parce qu'on est cloué par la maladie, etc. ou quoi. Mais de ne renoncer jamais et d'être ferme, de tenir. Et puis, en tant que femme aussi, de rester droite. Dans tout le sens du terme. Ce serait le mot de la fin? Pour moi, oui. Bon, alors je vous remercie d'avoir suivi cet entretien. Je suis contente qu'on ait pu établir un relais audiovisuel qui permettra de suivre cette conférence, même si on était loin, même si on n'était pas disponible. Et la prochaine fois, nous recevrons donc en octobre Nicolas Galtier, qui est un peintre abstrait, qui est de niveau international maintenant. Donc ça sera une belle rencontre aussi, il est d'origine toulousaine. Et bon, viendra nous parler de qu'est-ce que c'est le parcours d'un peintre. Parce que souvent on voit l'étoile, mais on ne sait pas finalement en coulisses qu'est-ce qui se passe, quelles sont les interrogations des peintres, quels sont les moyens qu'ils ont de s'exprimer, leur imaginaire, tout ça. Donc ça sera une façon de découvrir aussi cet univers-là.
puisqu'aujourd'hui c'était réservé aux belles lettres dans le cadre des Journées du patrimoine. Donc merci beaucoup de nous avoir écoutés et suivis. Au revoir et à bientôt.